majeur en France, en Europe et évidemment dans le Grand Paris, l'urgence de la sobriété énergétique. Vous le savez toutes et tous, c'est un impératif qui s'impose à chacun d'entre nous, citoyens, collectivités, entreprises. Il nous faut réduire de 10% notre consommation d'ici à 2024. Nous sommes avec 4 intervenants qui connaissent très bien ces réalités. Un ex-maire, vice-président de la métropole du Grand Paris. Bonjour, Daniel Guiraud. Jean-Noël Guyot, vous êtes directeur adjoint EDF, direction territoire, action régionale. Merci d'être avec nous. Bonjour. Nous sommes également avec François-Marie Didier, conseiller de Paris, conseiller métropolitain, et président depuis peu du syndicat interdépartemental pour l'assainissement et l'agglomération parisienne. SIAP. Il travaille en ce moment, je pense. Bravo. Ah, petit retour. Et Julien Pemzec, vous êtes vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers Île-de-France, mais également président de l'entreprise Woodeum. Donc, messieurs, on va commencer avec l'énergéticien du plateau. Bonjour monsieur. Donc, pour poser la question de manière un peu tordue, j'assume, nos comportements suffiront-ils pour baisser la consommation ou pouvons-nous nous reposer sur les technologies ? Bon débat. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que, tout d'abord, merci pour votre invitation. Et c'est vrai que le sujet de la sobriété est un sujet pleinement d'actualité, mais ce n'est pas nouveau. Non. Ce n'est pas nouveau puisque depuis de longues décennies, les questions de maîtrise de la demande d'électricité, c'est un sujet qui a toujours occupé, en tout cas, l'entreprise EDF. Je pense que pour répondre à la question, je voudrais mettre en perspective à la fois les enjeux de long terme et les enjeux de très court terme. Les enjeux de long terme, c'est les enjeux de décarbonation, de limitation avec des gaz à effet de serre. Et on sait aujourd'hui pertinemment que ça passe par la décarbonation des usages. Ça, c'est fondamental. Ça fait une partie du chemin vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième levier, c'est celui de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire avoir des systèmes qui soient plus performants, des modes de transport par kilomètre parcouru qui consomment moins d'énergie. Il faut que cette énergie, en plus, soit décarbonée. Ça peut être aussi des logements avec une meilleure performance énergétique. Ça, c'est l'efficacité énergétique. Mais on sait que pour tenir les engagements de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2050, ça ne suffit pas. Il faut de la sobriété globale. Alors, sobriété, c'est-à-dire un peu moins de consommation de services par unité de population. Ce n'est pas neuf comme concept. Ça date des années 90 et de l'équation de Kaya qui montre bien que c'est la population, consommation de services par unité de population, l'efficacité énergétique et derrière, bien sûr, le taux de carbonation des énergies utilisées pour produire ces services. Voilà, donc il faut de la sobriété énergétique. Aujourd'hui, très rapidement, parce qu'on sait qu'on a des échéances de très court terme à tenir pour le passage de l'hiver 22-23, on l'a largement vu dans la presse, mais aussi ce sont la tribune, s'il vous plaît. Dans la tribune, notamment, en l'occurrence. C'était facile. Voilà, pendant l'été. Et aussi, on sait que ce sont des enjeux de pédagogie et de comportement de long terme. Voilà, donc c'est ça que je voulais évoquer en premier. Et donc les trois sont indispensables. Et l'efficacité énergétique ne fera pas tout. Il faut de la sobriété comportementale. Services, matière, espace. Enfin, on a pas parlé. Est-ce que maintenant que le sujet est un agenda politique, c'est pour ça, le Premier ministre, la mairie de Paris a communiqué récemment sur son plan, est-ce que le fait que le pouvoir politique s'empare le sujet, sous l'effet de la crise énergétique ukrainienne, tout le monde le sait, est-ce que ça peut permettre d'accélérer les choses et d'améliorer nos comportements ? En tout cas, il le faut. C'est des messages que l'on porte en tant qu'énergéticien depuis très longtemps. Alors je prendrai juste l'exemple du grand public et des ménages. Le message était assez simple, c'est aujourd'hui, c'est je réduis mes besoins, c'est-à-dire, alors on parle beaucoup du chauffage 19 degrés versus 20 ou 21 degrés, on sait que c'est 7% par degré. 7%, c'est l'équivalent de la consommation des ménages sur un département français. Voilà, ça pour vous donner un exemple. Deuxième exemple, c'est quand on parle de l'électroménager, utiliser ces équipements en mode éco plutôt qu'en mode confort, lave-vaisselle, machine à laver, ça aussi c'est la même chose, c'est 2%, c'est l'équivalent d'un département en termes de consommation des ménages. Donc on voit que réduire sa consommation a un impact extrêmement important. Deuxième enjeu, c'est aussi le message maintenant de l'ensemble de la société, depuis les politiques jusqu'aux opérateurs, c'est de décaler aussi ces moments de consommation, c'est-à-dire s'assurer que son ballon d'eau chaude est bien réglé en heure de nuit,
s'assurer aussi qu'on utilise bien le retardateur que l'on a sur son lave-vaisselle pour le lancer à 23 heures et pas le lancer à 20 heures quand on a terminé son repas. Voilà. Autant de gestes qui ne sont pas nouveaux, hein, je le disais, hein, maîtrisement d'électricité, c'est des vieux messages que l'on passait depuis longtemps, mais aujourd'hui qui prennent une résonance particulière et c'est heureux que tout le monde s'empare du sujet de la sorte. Ce n'est pas nouveau, comme vous dites, mais la mairie de Paris vient de communiquer sur son plan de sobriété énergétique. Et du coup, je me tourne vers vous, François-Marie Didier, conseiller de Paris, conseiller métropolitain, président du SIAP. Vous redirez ce que c'est, parce que c'est un peu long. Oui, en quoi la dépollution des eaux usées des franciliens, des eaux pluviales et des eaux polluées des industries franciliennes participait à la sobriété énergétique? Ça peut paraître contre-intuitif quand on lit le descriptif de la mission du SIAP. C'est pour ça que je suis là. Alors, bonsoir à tous. Alors effectivement, la sobriété énergétique, c'est un des 4 axes qu'avait présenté le président de la République dans son discours de Belfort en février dernier. Donc effectivement, tout le monde parle de sobriété énergétique, mais il en avait déjà parlé il y a quand même quelques mois. Donc il y avait la sobriété énergétique, je rejoins Jean-Noël Guillot, il y a effectivement l'efficacité énergétique, et je reviendrai là-dessus parce que je pense qu'il faut faire interagir ces deux mots, parce que les mots sont toujours importants. Il y a évidemment, pour décarboner le développement des énergies renouvelables, et je vais expliquer ce que fait le SIAP en la matière, et puis il y a la relance de la filière nucléaire. Alors effectivement, le SIAP ne va pas être exploitant de centrales nucléaires demain, mais en tout cas, il agit, et en tout cas, il entreprend des actions très importantes sur les 3 premiers axes qui sont finalement la stratégie énergétique de notre pays pour aujourd'hui, à court terme, et puis évidemment à moyen terme. Alors le SIAP, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce beau service public, c'est un service public industriel qui a 50 ans, qui est un syndicat technique comme d'autres syndicats techniques franciliens, comme le SICTOM pour la production de chaleur et qui gère les déchets sur le territoire de la métropole, le CIGEF et le CIPEREC sur la partie, je dirais, énergétique, le CEDIF ou Haut-de-Paris sur l'eau potable. C'est 1800 agents, on traite les eaux usées de 9,5 millions d'usagers chaque jour, ça représente environ 2,5 milliards de litres qui sont traités dans les 6 usines du SIAP tous les jours. Donc ce sont évidemment c'est assez colossal et j'aime bien le rappeler. Et c'est un budget d'environ 1,3 milliard d'euros, dont la moitié est investie dans le réseau et dans nos usines pour qu'on soit un service public le plus performant et évidemment possible. C'est le premier opérateur d'assainissement en Europe et l'un des plus grands services publics au monde. J'ai l'honneur de le présider depuis l'année dernière, élu à l'unanimité et c'est ça qui est bien dans les syndicats, c'est un peu comme la métropole, il y a un certain consensus, il y a plusieurs couleurs politiques, plusieurs territoires, et moi c'est évidemment, c'est une responsabilité pour moi d'arriver à avoir le consensus le plus total. Est-ce qu'on peut le dire, à Paris, vous êtes conseiller municipal de l'opposition, donc oui, c'était pas joué que vous preniez la présidence du SIAP. Non, mais j'y suis arrivé, enfin j'étais pas tout seul, et puis il y a eu un consensus, je le répète, vous venez de le rappeler. Et je ne suis pas tout seul au SIAP, évidemment. Je préciserai une chose aussi concernant le SIAP, puisqu'on est un grand acteur pour les enjeux de baignade pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Alors je sors un peu du sujet, mais c'est pour dire que c'est dans un an et demi. Le SIAP ne traite pas l'eau de la Seine. Donc on ne dépollue pas l'eau de la Seine. En revanche, on ne salit pas la Seine, c'est-à-dire que l'eau qui est traitée dans nos usines est reversée dans la Seine et dans la Marne après avoir été dépolluée. Ça, c'était la petite parenthèse, mais c'est pour que tout le monde sache ce que fait vraiment le SIAP. Alors le SIAP, dans la transition énergétique, c'est un des acteurs moteurs et majeurs en Ile-de-France. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est le premier producteur de biogaz en France. Donc on est clairement dans le volet développement des énergies renouvelables et même efficacité énergétique, on est à la pointe. Hier, M. Picard de Solar Impulse disait le biogaz c'est l'avenir. Bon, voilà, nous on fait ça depuis 50 ans et même plus, donc je tiens à le rappeler, et c'est un service public. Donc il n'a pas besoin d'envoyer des amendements aux députés et aux sénateurs, vous n'avez plus qu'à lui faire visiter le SIAP. Exactement. Et les 1800 agents. Nous, ça existe aujourd'hui, on a 3 installations de production de biogaz, ça représente, premier producteur de biogaz en France, 550 gigawattheures par an qui est produit, et en tout cas par nos usines, et on autoconsomme, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'importer de gaz, on autoconsomme 80% de la production, de notre production. Les 20 autres %, pour le moment, on ne les utilise pas. Mais ça va arriver. Ils sont perdus malheureusement, mais voilà. Donc là,
mis en route pour faire en sorte que dès l'année prochaine, on puisse injecter une partie de ce biogaz dans nos réseaux et à terme, donc disons d'ici 2027, que 2/3 de cette production soit injectée dans le réseau de distribution de gaz, avec GRT Gaz ou GRDF. Et ça voudrait dire qu'on pourrait chauffer environ 225 000 personnes par an. Donc c'est assez important, colossal. Et donc voilà, le SICTOM est plutôt avec ses PCU sur la production de chaleur. Donc voilà, donc c'est de l'énergie qu'on produit localement grâce à nos déchets. Donc c'est totalement vertueux, c'est de l'économie circulaire. Donc voilà, et puis c'est pas nouveau. Donc je tenais à rappeler. Donc ça, ce sont vraiment les actions du SIAP, je dirais, en matière de transition énergétique et de développement des ENR. Voilà. Merci, je me tourne vers Daniel Guiraud, vice-président de la métropole du Grand Paris. J'allais dire monsieur le maire, parce que vous avez quand même été maire pendant 20 ans, de 2001 à 2020. Vous êtes toujours conseiller municipal, si je ne me trompe pas? Je suis toujours équipe municipale, oui. Sinon, vous ne pourriez pas être vice-président de la métropole. La métropole est en pleine élaboration de son schéma directeur énergie métropolitain, le SDEM. Concrètement, à quoi ça sert et comment ça va permettre d'atteindre la sobriété énergétique, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça dans le SDEM, voilà, sur ce territoire de 7,3 millions d'habitants que compte la métropole. La loi a conféré à la métropole la responsabilité de réaliser ce sigle barbare, le SDEM. Il y en a beaucoup en Île-de-France, on les connaît par cœur. C'est une mission de coordination, investie la métropole, de coordination de nombreux acteurs dans les réseaux d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Donc ça veut dire que c'est un travail, un document ne sera pas prescriptif, c'est un travail de coordination, c'est un travail par essence partenarial. Donc on travaille avec toute une série d'acteurs, au premier chef le syndicat CIPEREC pour l'électricité notamment, le CIGEIF pour le gaz, l'ADEME, la ville de Paris, RTE, transporteur d'électricité avec qui nous avons signé la charte EcoWatt, toute une série de partenaires. Et donc ce travail partenarial, on l'a engagé il y a désormais 2 ans. Et, avant le Covid, je crois. Avant le Covid. On l'a fait aussi pendant le Covid. Oui. Et la dernière réunion thématique a eu lieu le 24 février dernier, c'est-à-dire le jour où Poutine déclenche l'agression contre l'Ukraine. Ce qui veut dire que tout le travail qu'on a fait en amont, aujourd'hui, on est confronté aussi à la notion d'urgence en la sobriété. On parle de la sobriété d'urgence par rapport à cet hiver. Cet hiver, on ne sait pas, on est un peu à la merci à la fois du gouvernement russe et de Poutine et de la météo, sachant que nous sommes une métropole de mer. Et que la cellule de base à métropole, c'est la commune, et que les communes sont confrontées à une réelle difficulté par rapport à un élément qui est celui du coût. Et ça aussi, c'est un moteur important pour la sobriété. La sobriété, jusqu'à la crise russe, était travailler sur le long terme pour à la fois relever le défi climatique et le défi sanitaire, notamment sur la qualité de l'air. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'urgence et confronté à des réels problèmes extrêmement graves. C'est-à-dire qu'une collectivité ou un office HLM qui a un contrat qui court jusqu'au, mettons, 15 janvier 2023. Jusqu'au 15 janvier 2023, il sait combien il va payer en termes d'électricité, mais pour la suite, il est tributaire de la négociation avec des opérateurs qui proposent des renouvellements de contrats avec des factures qui sont multipliées par 4, par 6, par 8. Justement, monsieur le vice-président, excusez-moi de vous couper, mais il y a 132 maires 132 communes dans la métropole. Est-ce que les maires, ils peuvent être présidents d'office HLM, pour reprendre votre exemple, est-ce qu'il peut vous passer un coup de téléphone en disant « Avec le SDEM, Daniel Guiraud, aidez-moi à mieux répondre, à mieux négocier avec les fournisseurs d'énergie ». Alors, le président de la métropole, Patrick Ollier, qui était présent hier soir à une réunion... et ce matin, pour commenter notre sondage, quel Grand Paris voulez-vous, encore à retrouver sur la tribune.fr, tout à fait. Je le rappelle. Et, donc, effectivement, est interlocuteur de certains opérateurs. Ceci étant dit, c'est la loi du marché, c'est-à-dire ce sont les deux co-contractants qui vont signer un document avec un prix. Et donc là, on est dans une situation où ça devient
très difficile. Et ça devient très difficile pour les collectivités, pour les organismes publics, mais également pour les usagers de ces collectivités et ces organismes. Les locataires HLM qui ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire sur la partie de fluide qui concerne les parties communes, les ascenseurs, l'éclairage, etc., vont avoir des quittances qui vont être extrêmement alourdies par le montant des charges récupérables. C'est-à-dire que là où on payait 30 € par mois, ça va être 250 €. Ce qui veut dire qu'il y a des ménages, les HLM, c'est pas là où il y a les populations les plus aisées, qui ont un reste à vivre qui est relativement faible. Là, c'est plus un reste à vivre faible. Ils sont dans le négatif, c'est-à-dire qu'ils sont sur un compte bancaire en déficit. Donc, on est vraiment face à une réalité qui est grave. Réalité grave. Je me tourne quand même vers le producteur de logements neufs, puisqu'il en faut en construire et ça se développe dans le Grand Paris. Vous livrez rapidement des opérations. J'ai un PEMZEC, justement, construire, l'acte de construire nécessite beaucoup d'énergie pendant la construction, après même pendant toute la durée de vie du bâtiment. Est-ce que justement, comment vous pouvez traiter ce sujet de la sobriété énergétique pendant toutes ces phases de vie d'un bâtiment neuf? C'est vrai que construire et habiter dans un logement, ça consomme de l'énergie, ça en consomme beaucoup. On en prend conscience maintenant aussi qu'on mesure énormément l'empreinte carbone de tout ce qu'on fait. Et on a dû assumer dans notre profession le constat qu'on était coupable d'un tiers des émissions de carbone en France. On l'a réalisé il y a 5-6 ans et depuis, la profession n'a de cesse que de travailler à trouver en fait, des manières de réduire son empreinte carbone. Alors, d'abord pendant la phase construction, qui est la plus émettrice, puisque c'est 60% des émissions de carbone en fait, d'un bâtiment sur son cycle de vie complet, et puis sur sa partie exploitation. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions parce que déjà en 8 ans, grâce notamment à la remise au goût du jour de la construction bois et cette approche bas carbone, on a réussi à réduire déjà de moitié l'impact carbone de nos bâtiments. Concrètement, on a réussi à produire beaucoup de bâtiments à l'époque de la RT 2012 qui réussissaient... La réglementation thermique 2012. On n'est pas forcément initié, cher Julien. C'est pour ça que je précise. À cette époque, on a réussi à diviser par 2 en fait, la facture énergétique par rapport au patrimoine ancien. Et avec la RE 2020, la nouvelle réglementation avec la RE 2020, on va la diviser par 5 par rapport au parc ancien. Ça va être mesuré, certifié, labellisé. C'est mesuré. Il faut savoir que la France a été un des premiers au monde à opérer une énorme bascule puisque jusqu'à la fin de l'année dernière, on mesurait l'impact écologique d'un bâtiment par sa facture kilowattheure. Donc moins un bâtiment était cher à exploiter, plus il était écologique. On a corrigé cette matrice. Là, maintenant, on a compris qu'en fait, un bâtiment écologique, c'est surtout un bâtiment qui avait une faible empreinte carbone. Et donc, depuis le début de l'année, avec la RE 2020, nouvel acronyme, réglementation environnementale 2020, sorti en 2022 même, avec un peu d'inertie. Oui, 2022 avec un peu de retard. Quoi qu'il en soit, maintenant, toute la profession est tenue de mesurer son impact carbone. Et ça va conduire à de nouveaux efforts. Il faut quand même mettre en perspective. Aujourd'hui, un Français moyen émet entre 9 et 10 tonnes de CO2 par an. Et on a pour objectif collectif de réduire cet impact carbone à 2 tonnes de CO2 par an. Il faut diviser par 5. Alors, on va changer un peu nos habitudes alimentaires, on va prendre un peu moins l'avion certainement, voyager plus ensemble, mais ça ne va pas suffire. Il faut que tout le secteur industriel, tous les secteurs industriels autour de nous changent, et notamment l'énergie. Mais là, on a de la chance parce qu'on est quand même assez fort en France sur l'énergie décarbonée. Oui, certaines énergies sont plus en difficulté que d'autres en ce moment. François-Marie Didier, je vois que vous vouliez réagir. Oui, non, moi, la sobriété énergétique, donc ça c'est une chose, c'est une demande du gouvernement, diminuer notre consommation de 10%, mais il y a ce que Jean-Noël Guillot rappelait tout à l'heure, l'efficacité énergétique. Et là, je crois, quand on parle de bâtiment, on parle plutôt d'efficacité énergétique. Donc, l'efficacité énergétique, c'est en gros obtenir le même service, mais en consommant moins d'énergie. Donc, on est clairement là-dedans. La sobriété énergétique, ça a des conséquences plutôt sociétales, voire sociales, parce que là, on nous demande de changer nos modes de vie. Donc, moi, par exemple, je suis président du SIAP, c'est une industrie. Effectivement, on va mettre en plan de sobriété énergétique, on essaie d'être le plus performant, proactif, évidemment, mais c'est difficile pour un industriel, si on veut avoir, en tout cas, nous rendre un service
public performant et qu'on reverse nos eaux usées en Seine et en Marne et qu'elles soient le plus propre possible, bah, on consomme de l'énergie. Donc je pense qu'il faut pas. Je pense que l'urgence, c'est surtout la lutte contre le changement climatique, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre et sortir des énergies fossiles. C'est 65% à peu près de nos besoins en énergie en France aujourd'hui. Donc dans les scénarios de RTE de 2021, alors ils ont un petit peu changé aujourd'hui, il n'y avait pas de levier sur la sobriété énergétique. On allait baisser, nos consommations énergétiques de environ 40% d'ici 2050, tout en augmentant la part de l'énergie, de l'électricité. Elle allait augmenter, mais l'électricité, c'est plus facile d'avoir des mesures d'efficacité énergétique. Et donc, du coup, l'augmentation de 68% de la consommation d'électricité d'ici 2050, elle allait être compensée par des mesures d'efficacité énergétique. Donc, ce sont quand même deux mots. Voilà, sobriété, on entend. C'est un peu le terme à la mode, mais moi, je préfère parler d'efficacité énergétique parce que dans un système énergétique efficace, on n'a pas besoin de sobriété. On va rebaptiser la table ronde, merci François-Marie Didier. Je me tourne vers vous, Jean-Éric Guillot, justement. Vous avez évoqué la sobriété, tout à l'heure l'efficacité aussi. Mais l'énergéticien qui est EDF, que vous représentez sur cette table ronde, voilà, justement, on ne va pas parler des difficultés liées au parc nucléaire, mais voilà, la demande est là, la demande ne faiblit pas, même s'il faut réduire la consommation. Comment vous résolvez cette équation a priori insoluble? Alors, peut-être plusieurs points. Tout d'abord, c'est vrai qu'on a focalisé le début de notre débat sur l'électricité, mais on l'a tous très bien compris. La sobriété doit être sur toutes les énergies, parce que les systèmes énergétiques sont imbriqués. On a eu beaucoup de pédagogie depuis quelques mois, vous y faisiez référence, sur les connexions entre la production d'électricité, la disponibilité du gaz, le prix de l'électricité, et puis bien sûr, tout ça est aussi connecté avec ce qu'on met dans nos véhicules, que ce soit du gasoil ou du super sans plomb. Donc les systèmes sont imbriqués, donc ça je voudrais le rappeler, et puis rappeler un chiffre sur les émissions de carbone. En 2021, le parc EDF a produit à 16 grammes du kilowattheure. Sur des énergies fossiles, on est 10 fois plus haut, même plus, puisqu'on est à 200, 220, 240, ça dépend comment on compte. Bon, voilà, donc ça, il faut garder ces fondamentaux pour le moyen et le long terme, parce qu'au-delà des difficultés conjoncturelles liées à un mauvais aliment de planète, je ne vais pas vous refaire tout le... je pense que tout le monde a un peu suivi. C'est bien sur la sobriété de moyen et de long terme aussi qu'il faut travailler. Alors, comment est-ce qu'en effet, on accompagne nos clients dans cette démarche-là? J'évoquais les clients en particulier. Je vais dire un mot sur les entreprises et les collectivités, parce que ça me semble important. La hausse des prix des énergies a remis sur le devant de la scène l'importance de cette commodité. Et notamment, en effet, on a aujourd'hui des taux de retour sur investissement sur les actions qu'on va conduire, qu'elles soient d'efficacité ou énergétique ou de sobriété, qui n'ont plus rien à voir avec celles qu'on pouvait avoir il y a 1 an et demi, avec des prix x3, x4, je ne parle pas des prix spot, mais simplement des prix moyens. On ne va pas rentrer trop dans la technicité. Voilà, je ne le fais pas. On voit simplement qu'on est sur des taux de retour sur investissement qui auparavant étaient sur 6, 7, 8 ans, qui maintenant sont sur 2 ou 3 ans. Donc on est dans une échelle de temps qui correspond à un business plan d'une entreprise ou une visibilité économique. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors comment faire? Premièrement, le premier axe, c'est de bien comprendre ses besoins et ses usages. Entre un irrigant, entre un industriel à process, entre un gestionnaire de parc immobilier, on n'a pas les mêmes besoins énergétiques, pas les mêmes chroniques énergétiques, et ça nécessite de bien comprendre comment se structurent nos besoins énergétiques. Et donc là, ce que fait EDF vis-à-vis de ses clients, c'est 2 choses. C'est proposer des dispositifs de suivi et d'analyse de ces consommations, donc disposer d'une expertise, vous l'avez dit, c'est compliqué comme sujet, donc il faut faire appel à des experts, et parallèlement à ça, aller chercher des offres qui correspondent à sa structure de consommation actuelle ou à celle que je suis capable de projeter en utilisant des actions d'efficacité énergétique ou de sobriété. Comme je disais tout à l'heure, si je suis capable de démarrer... Marcher sur les 2 jambes. Enfin. Voilà, exactement. Après, il y a une 3e jambe qui est la décarbonation, mais celle-ci fait plus appel à des schémas directeurs ou à des transformations plus globales. Donc, suivre et comprendre mes consommations, avoir un travail en amont
pour bien comprendre quelles sont les offres qui sont proposées sur le marché. Est-ce que je vais, désolé, je vais être un peu pointu, mais c'est simple, être sur des offres heure pleine, heure creuse, été-hiver. Ça, c'est très adapté à quelqu'un qui peut déplacer ses consommations l'été ou la nuit par rapport à la journée. Est-ce que je vais être sur des offres, au contraire, qui sont plus sur des mixtes arrêts de marché? Voilà. Donc tout ça, ça demande un exercice important. Et puis après, faire un travail en parallèle sur l'expertise, sur l'efficacité énergétique de ces process, de ces bâtiments. On l'a évoqué par le levier bâtiment et construction neuve, c'est vrai aussi sur la rénovation, c'est vrai aussi sur les process industriels. Et c'est par ce double travail de très court terme, mes consommations, ma sobriété, mon efficacité énergétique de court terme et la bonne utilisation de mes contrats actuels ou aller chercher les bons contrats pour demain, et un travail de moyen et de long terme d'efficacité énergétique plus structurelle ou de décarbonation, qu'on va être capable d'être plus robuste aux soubresauts énergétiques dans les années qui viennent. Je voudrais, Daniel Guéraud, m'adresser au maire des Lilas, que vous avez été de 2001 à 2020, avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a un peu précipité cette crise énergétique que nous subissons de plein fouet. Les courriers se sont accumulés sur le bureau du président de la République, du Premier ministre Jean Castex et du ministre de l'économie, des finances et désormais de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, pour dire attention, les factures d'énergie explosent dans les collectivités. Attention, alerte. Il y a eu une circulaire de Jean Castex qui a dit couper le chauffage. Je résume à peine dans la caricature. C'est ça. Donc, je voulais vous demander, monsieur le maire, les communes qui apportent des services publics, qui ont beaucoup d'équipements publics, est-ce qu'elles ont eu une oreille attentive depuis que la sobriété est redevenue sur le devant de la scène politique? Est-ce qu'elles sont aidées? Est-ce qu'elles sont épaulées? Alors, je vais faire une réponse d'ancien maire, de maire, disons, épaulé, oui, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, hein. La revendication des maires à l'heure actuelle, c'est un peu l'échelle mobile des dotations, c'est-à-dire qu'on puisse indexer les grosses dotations, dotations globales de fonctionnement, sur l'inflation. On peut être très pessimiste, on n'y arrivera pas, mais néanmoins, il faut demander des aides accrues parce que la situation est de plus en plus difficile et faire toujours plus avec moins, il vient un moment où on arrive à un effet de seuil où c'est absolument impossible. Je veux dire, les maires sont des gens qui doivent arbitrer avec des exigences complètement contradictoires. Prenons le cas de l'éclairage public. Bon, l'éclairage public, moi au Lilas, j'ai évidemment, comme la plupart des maires, on a changé nos anciens systèmes d'éclairage avec des systèmes LED qui sont davantage vertueux, mais ça ne suffit pas. Donc quand vous voulez rompre avec un modèle qui avait de l'éclairage public dans les rues toute la nuit, c'est-à-dire que vous décidez d'éteindre, vous éteignez de quelle heure à quelle heure, sachant que, pour les questions de sécurité notamment, avec la flexibilité des horaires de travail, vous avez beaucoup de personnes qui rentrent au dernier métro, c'est tard, hein, et qui rentrent chez elles à pied entre le métro et la zone pavillonnaire. Donc il faut arbitrer entre l'économie et la sécurité, parce qu'il n'y a rien de plus anxiogène que de traverser avec la lumière de son iPhone des zones obscures, quoi, hein, c'est pas, et puis c'est effectivement dangereux. Donc voilà, et tout est à l'avenant. Donc, je pense qu'on n'a pas attendu, évidemment, la crise ukrainienne ni pour engager un train d'économie. C'était la question de la rénovation thermique des bâtiments. On a quand même liquidé beaucoup de passoires thermiques. On a liquidé beaucoup de passoires thermiques. Vous avez fait mais toutes ne sont pas traitées. Moi, par exemple, j'ai quelques gymnases qui sont d'immenses espaces. Soit vous les fermez, soit vous laissez les usagers dans le froid, sans chauffage, soit vous essayez d'engager une politique de rénovation. Mais alors, il faut toucher à la façade, il faut toucher aux baies vitrées, il faut toucher à tout, quoi, et ça coûte très cher. Et on n'a pas forcément des aides qui sont à hauteur de cet effort d'investissement qui est extrêmement important. Mais je crois que dans ce pays, et quand on parle de sobriété, il ne faudrait pas que ce soit la sobriété à court terme et momentanée. C'est-à-dire, j'espère que la crise ukrainienne va se résorber, que l'Ukraine sera libérée, qu'il n'y aura plus de guerre et que les approvisionnements vont reprendre leur cours normal. Mais je n'en suis pas sûr. Mais quand bien même on reviendrait à la situation hantée 2022, il ne faut pas qu'on retombe dans les errements des années 70 du siècle dernier. C'est-à-dire qu'il y avait deux chocs pétroliers, l'État a eu à engager une politique de la chasse au gaspillage qui était assez intelligente et qui a eu un impact sur la population avec des usages qui ont changé radicalement. Mais quand
le soufflet est retombé, les usages vertueux se sont étiolés. Et donc, les comportements, mettre un pull, baisser le chauffage, on risque fort, si ça se passe bien, de retomber dans les travers dont on voyait. Donc, je pense qu'il faut qu'on inscrive dans la durée une politique de sobriété et d'efficacité également thermique. Et puis, je pense que je suis d'accord avec une association qui s'appelle Negawatt, qui produit des trucs assez intéressants. Moi, je lis leur papier. Il y a la sobriété d'usage, la sobriété d'urgence, etc. Mais vous avez aussi la sobriété structurelle, d'équipement. Comment est-ce qu'on pense nos équipements de façon plus intelligente? Je dis, on est tous coupables là-dessus, tous, autant l'État, les élus locaux, les responsables de grands projets. Mais je pense à ça parce que tout à l'heure, Grégoire de Lesteri parlait du pass Navigo, il posait la question qui c'est qu'il y en a un, moi j'en ai pas. Mais je prends quand même le métro et des tickets. Et il disait, savez-vous qu'avec le pass Navigo, vous avez droit au parking gratuit? C'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'à l'époque, on parle de qualité de l'air dans la zone dense, dans la zone faible émission infra-métropole du Grand Paris, infra-autoroute A86, se pose la question, qu'on n'a pas encore apporté de réponse, de celles et ceux qui viennent de loin, de lointaines couronnes, pour travailler à Paris. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font de leur voiture? Les parkings relais. Voilà, alors les parkings relais, donc il y en a. Le modèle économique ne tient pas. On a 106 ou 107 000 places au total, mais ils ne sont pas tous gratuits, tous ne fonctionnent pas avec le système du pass Navigo, 2, ils ne sont pas forcément aux bons endroits. Et hier, nous avions un repas organisé par la Tribune où était présent le ministre des Transports Clément Beaune. Bon, et Clément Beaune, fort justement, il évoque 2 sujets. 2. Premier sujet, il évoque le Grand Paris Express. Il en parle très bien. Deuxième sujet, il évoque la zone faible émission. Là, pour Oli et moi, c'était un peu plus embêtant parce qu'il n'y a pas eu trop d'annonces par rapport aux revendications qui sont les nôtres. Mais il ne fait pas le lien, et pas seulement lui, mais tout le monde, il ne fait pas le lien entre les deux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut utiliser le Grand Paris Express pour améliorer la qualité de l'air? Il vient d'arriver sur le poste, on va lui laisser un peu de temps. Ses prédécesseurs non plus. Il va le faire, vous allez le travailler au corps pour qu'il s'en empare. La question des parkings relais est extrêmement importante, parce qu'on va avoir pratiquement 2,5 millions de véhicules qui seront concernés par les critères 1 d'ici quelques années. Ils ne vont pas tous changer de véhicule. Et c'est un coût financier pour l'État que par le bonus écologique, la prime à la conversion, etc., les aides diverses de la région Île-de-France, de la ville de Paris, de la métropole. Il faut trouver une solution. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le choix, qui viennent de très loin, qui doivent pouvoir s'arrêter sur les hubs du Grand Paris, il faut qu'il y ait des parkings relais en nombre suffisant. Il faut qu'ils soient gratuits, parce que toutes les études montrent que si c'est pas... Quel modèle économique pour les opérateurs de parking après? C'est un choix, c'est-à-dire qui veut la fin veut les moyens. Qui veut la fin veut les moyens. Qu'est-ce qu'on préfère donner des voitures gratuites à tous les utilisateurs de voitures anciennes, ou bien payer des équipements en silo ou je ne sais quoi, s'il n'y a pas le foncier, pour pouvoir faire la soudure? C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de lointaine couronne, si le parking est gratuit, s'il est sécurisé, c'est-à-dire s'il retrouve sa voiture en bon état le soir quand il va la reprendre, il va s'arrêter dans le parking. Et ensuite, avec le Grand Paris Express, en 1 ou 2 changements, il est sur son lieu de travail. Donc je crois que, mais ça, on ne l'a pas pensé. Et on est tous coupables dessus. Il y a un impensé du Grand Paris Express, alors même que les zones faible émission, ça les APA à l'époque, c'est 2010, et le Grand Paris Express, c'est aussi 2010. On a pensé 2 grands chantiers en 2010, on n'a pas fait la jonction entre les deux. Donc je crois que la sobriété, c'est ça aussi, c'est-à-dire de penser des équipements dans le sens de la sobriété et de l'efficacité. Alors justement, à propos d'équipement et de sobriété, la Euro 2020, la réglementation environnementale des bâtiments neufs dont on parlait tout à l'heure, Julien, ne prévoit pas l'installation obligatoire de bornes de recharge. Ça peut paraître antinomique, vu que en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques et hybrides, que des voitures électriques, en théorie, dans notre pays. Comment, justement, vous saisissez ce sujet qui est lié au logement, qui est la mobilité? Est-ce que vous installez encore des places de parking? Pas du tout. Est-ce que vous installez des points de recharge? Pas du tout. Ou pas? Alors, on installe effectivement de moins en moins de places de parking et on constate en fait que la demande, elle est fortement à la baisse aujourd'hui. C'est vrai qu'après nos projets immobiliers aujourd'hui se développent plutôt, on est sur le Grand Paris aujourd'hui, donc autour des polarités générées par les gares, pardon. Donc on est plus amené aujourd'hui à développer des locaux vélos, des locaux pour les trottinettes, des prises électriques pour recharger ces éléments-là, utiliser moins la voiture, effectivement. Il y a un autre sujet aussi, au-delà des mobilités dont je voulais parler, c'est qu'on a parlé beaucoup d'énergie pour se chauffer. Mais en fait, un des sujets qu'on va avoir à traiter là, et on s'en est bien rendu compte cet été, c'est comment se rafraîchir.
Et là aussi, on voit que les projets s'adapter aux canicules et bien vivre dans son logement. Exactement, et on voit que les projets immobiliers neufs, ils tirent vraiment bien leur épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que quand on construit, souvent, on arrive sur des sites industriels 100% perméabilisés, et là où aujourd'hui beaucoup ont envie d'opposer la construction neuve à l'artificialisation des sols, en réalité, on désartificialise bien plus qu'on artificialise. Et donc, ces projets neufs aujourd'hui, ils permettent de faire plus respirer la ville, de créer des vrais espaces de pleine terre, parce que tous les règlements d'urbanisme les imposent. Et on voit aujourd'hui qu'ils viennent beaucoup mieux traiter que si on ne faisait rien le phénomène qu'on a tous vécu cet été, qui est le phénomène d'îlot de chaleur. Tout le monde a ça en tête, l'îlot de chaleur. Il fait très chaud aujourd'hui en ville. La pierre et le béton qu'on a utilisé à outrance pour construire notre ville se chargent de chaleur toute la journée. Et la nuit, alors que l'air est frais, la ville ne redescend pas en température parce que toute cette chaleur rayonne. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. D'abord, je disais, en ramenant plus de nature dans les projets neufs, et c'est ce qu'on s'attache à faire sur chacune de nos réalisations. Et puis aussi, en construisant différemment, le bois notamment tire bien son épingle du jeu, comme ça, parce qu'il n'a pas ce phénomène d'inertie qui fait rayonner la chaleur à outrance et qui rend les villes aujourd'hui quasi invivables l'été. Justement, je voulais poser une question à François-Marie Didier, le conseiller de Paris que vous êtes. On va sortir un peu du SIAP. Mais la ville de Paris est en train d'élaborer son PLU, son plan local d'urbanisme bioclimatique. Est-ce que vous le voterez ? Il est en cours d'élaboration, donc vous êtes un peu censé être au courant de ce qu'il y a dedans, avant qu'il soit présenté officiellement au Conseil de Paris. Oui, après il y a des discussions, on avance sur ce sujet, c'est bien suivi par notre groupe, qui est présidé par Rachid Adati, donc forcément on est très vigilant. Maintenant, moi ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de construire un PLU bioclimatique, et moi dans mon arrondissement, qui est pas loin des Lilas, le 20e, voilà, on a quand même des aberrations aujourd'hui encore de projets. Je suis pas venu pour faire de la politique là. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, voilà, on a abattu beaucoup d'arbres, notamment dans le 20e arrondissement. Je me suis battu contre ça. L'artificialisation des sols, c'est un sujet important aussi pour le SIAP, parce que du coup, les eaux pluviales vont dans nos réseaux, ça déborde, ça pollue nos rivières. Enfin, tout ça est évidemment lié. Donc voilà, moi je suis impatient d'arriver et de voir le projet définitif qui est porté par Emmanuel Grégoire, qui n'est pas le pire, de toute façon, à la mairie de Paris, mais voilà, non, mais je veux dire, il y a quand même encore aussi des aberrations. Moi, je suis un jeune élu, je suis depuis 2 ans. Voilà, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore valider et qu'on ne puisse pas revenir en arrière, justement, sur certains projets. C'est le cas Porte de Montreuil. Revoir, je pense qu'on est dans une nouvelle dimension sociétale avec le télétravail. Est-ce qu'on est obligé de construire tant de bureaux? C'est le cas Porte de Montreuil, c'est pas très loin. Déjà, de la Porte des Lilas. C'est peut-être pour baisser le prix du bureau qui est à 35 000 € du mètre carré. Mais à côté de ça, il y a des bureaux qui sont libres, Porte de Montreuil, qu'on pourrait réhabiliter justement avec des solutions. Transformer en logement des bureaux. Exactement. Donc voilà, moi je crois que ce que je regrette, mais ça c'est le jeune élu qui parle après l'expérience, Daniel Guillaume parlera, j'espère un jour, mais voilà, qu'on n'arrive pas à revenir en arrière et d'être finalement de bon sens. On va poser la question à Daniel Guéraud. Est-ce qu'il faut revenir un peu en arrière sur certains grands projets du Grand Paris pour aller justement vers cette sobriété et cette efficacité énergétique? S'il fallait refaire le chemin, je pense, et je rejoins la question de l'habitat et de l'hébergement, qu'il aurait fallu qu'on aille plus vite sur le PMHH. Le plan métropolitain pour l'habitat et l'hébergement. Rappelons ce que c'est, parce que, en 2 mots. Là, on est au cœur du sujet, très long, les îlots de fraîcheur, très les long îlots de chaleur. Il faut bien voir qu'il y a des opérations nouvelles. Ces opérations nouvelles, je veux dire d'ailleurs que même quelle que soit l'intelligence des nouveaux constructeurs, c'est quand même toujours une bataille entre les collectivités sur les permis de construire pour l'artificialisation des sols, sachant qu'on est dans une zone grise des plans locaux d'urbanisme sur la superficie doit être réservée à la pleine terre. Bon. Mais ceci étant dit, ce n'est qu'une petite partie de l'équation, puisque nos villes ont été construites de façon extrêmement minérale, surtout en zone dense. Et donc toute la question, c'est comment on déminéralise, et c'est très compliqué. Moi, j'ai eu un problème avec EDF.
pour mettre des arbres d'alignement sur des Guillaume rues répondra où après, il y avait, justement, dans le où il peu y de avait minutes qui jamais nous restent. eu d'arbres, simplement sur les normes par rapport au réseau, par rapport au câble. Je ne sais plus la distance exacte, mais enfin, en tout cas, je ne pouvais pas mettre des arbres là où je voulais. C'était peut-être avec Enedis. Il y a peut-être des bonnes raisons Donc on fera techniques. passer le message mais à Enedis, monsieur peut-être Guillaume. qu'on pourrait revoir certaines normes qui sont des normes anciennes. Et peut-être que là où on prévoit qu'il faut qu'il y ait 1,50 m de distance, peut-être qu'on peut réduire à 60 cm, par exemple, ce qui permettra de planter, quoi. Alors qu'actuellement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Voilà, donc si c'était à refaire, je pense qu'il faudrait qu'on mette un coup d'accélérateur, tous, sur le PMHH, parce que ça conditionne beaucoup de choses. Il faut que tous les maires se mettent d'accord. Oui, mais vous savez, là où il y a une volonté, il y a un chemin. métropole existe et depuis globalement, 6 ans et demi. même s'il y a effectivement des divergences d'appréciation entre les élus qui ne recoupent pas forcément les clivages politiques, on le sait. Mais quand on est confronté à un problème de taille, et c'est le cas, il arrive parfois qu'on se mette d'accord. C'est nous, les documents de la métropole, le plan climat air énergie métropolitain, il a été adopté non pas à la large majorité, mais à l'unanimité. Tout le monde a voté pour, donc on y arrive parfois, vous voyez. Donc là, je crois que dans le cas d'espèce, il faut qu'on arrive à un consensus très très large pour pouvoir avancer, parce qu'au-delà de la crise ukrainienne, on est quand même confronté à un enjeu environnemental qui est extrêmement fort. Monsieur Guillaume, en quelques secondes, parce qu'après, peut-être un petit mot d'optimisme, oui, s'il oui. vous plaît, sur la sobriété. Parce qu'on a un peu Peut-être terminé. 3 messages. Sobriété maintenant et durablement. Voilà, ça, c'est le premier message que je voudrais passer. L'efficacité énergétique retrouve tout son intérêt. Plus que jamais, il faut travailler sur les performances énergétiques des systèmes. Et on l'a évoqué. Troisième message, c'est la décarbonation. On voit que c'est quand même complexe. C'est multifactoriel. Donc la décarbonation sans coopération ne pourra se mettre en place. Il faut bien que tous les acteurs se parlent, bioclimatique, système énergétique, urbanisme, règles de sécurité, puisque vous y faisiez référence. Voilà, on voit bien que c'est sur ces 3 piliers qu'il faut travailler collectivement, à la fois pour les enjeux de court terme, de moyen terme et de long terme. C'est dit. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On se retrouve tout de suite avec Sophie Ibora, le Grand Paris de l'inclusion.